Merci de nous retrouver sur Évasion Guinée. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la rétrospective des faits marquants de la semaine qui s'achève. Commençons pour dire que le président de la République, le professeur Alpha Condé, a procédé samedi à la pose de la première pierre du port aménagé de Teminitaï dans la commune de Kaloum. La construction de ce port permettra non seulement de développer la commercialisation formelle des ressources maritimes, mais aussi et surtout d'assurer la conservation du poisson. Nabi Kamara, Lassana Traoré. C'est sous une pluie battante que le professeur Alpha Condé a fait la pose de la première pierre de ce port aménagé de Teminitaï. Financé par le royaume chérifien à hauteur de 19,5 milliards de francs guinéens, ce port sera bâti sur une superficie de 630 mètres carrés et devra assurer la fourniture des produits halieutiques à la population guinéenne. Le président de la République, prenant la parole, a remercié le royaume du Maroc pour les aides qu'il ne cesse d'apporter à son pays. Quant à la présidente de la délégation spéciale de Kaloum, bénéficiaire de ce projet, a magnifié ce geste qui est l'œuvre de la coopération maroco-guinéenne. Ce gigantesque et significatif projet résulte d'une initiative et d'un engagement personnel excellent dont votre volonté partagée avec Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc dans le but de dynamiser la coopération dans le domaine de la pêche entre nos deux pays au profit de nos populations. À travers ce geste salutaire et combien important pour l'amélioration des conditions de vie de notre population, nous voudrons signifier aux ressortissants marocains vivant en Guinée que nous ne ménagerons aucun effort pour leur réserver un traitement hospitalier à titre de reconnaissance pour le soutien que le gouvernement marocain ne cesse de faire pour notre pays. L'ambassadeur du Maroc en Guinée a dans son intervention rendu un vibrant hommage au président Alpha Condé avant de mettre un accent particulier sur l'importance des ressources halieutiques dans une économie. C'est un moment exceptionnel qui réunit aujourd'hui Guinéens et Marocains. Il s'agit de la prise en compte d'un secteur primordial de l'activité économique de la République de Guinée. En effet, il est acquis que le secteur de la pêche maritime revêt au moins une double dimension. C'est une activité génératrice d'emplois et, naturellement, génératrice de revenus. Mais c'est aussi une activité qui contribue à rehausser la qualité alimentaire des populations. Ce projet de construction de ce port aménagé de Teminitaï devra créer un pôle de développement socio-économique intégré aux bénéficiaires, mais aussi offrir de l'emploi à la main-d'œuvre locale. Et puis, politique, Cellou Dalein Diallo a été réélu à la tête de l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée, pour un mandat de 5 ans. C'était à l'issue du congrès national du parti tenu du 23 au 25 juillet à Conakry. À cette occasion, toutes les instances ont été renouvelées. Nénéoumo Baldé. Cellou Dalein Diallo sera le candidat du parti UFDG à l'élection présidentielle du 11 octobre prochain. À la clôture ce samedi du congrès national du parti, le chef de file de l'opposition guinéenne a été confirmé à la tête de cette formation politique. Très satisfait de cette réélection, Cellou Dalein Diallo s'est adressé à ses militants en ces termes. L'UFDG que je vais de nouveau présider sera un parti cohérent, ouvert, sans clan ni faction et dont je garantirai l'unité. Pour que la naissance, l'appartenance politique ou ethnique ne soit pas un critère dans ce pays. Nous voulons cette République des citoyens. Et c'est cette ambition de construire cette Guinée-là qui nous anime. C'est le pouvoir pour contribuer à libérer le citoyen guinéen. Un congrès qui a connu la présence d'autres acteurs politiques du continent, notamment le Mali et la République démocratique du Congo. Ces acteurs politiques qui appartiennent aussi au bloc de l'opposition dans leurs pays respectifs ont fustigé le déroulement des élections de 2010 en Guinée. Ce qui s'est passé en Guinée est extraordinaire. C'est la première fois dans l'histoire du monde
qu'un candidat arrive au premier tour avec 44% et arrive à perdre les élections. C'est la première fois que je vois entre deux tours d'élection présidentielle, il se passe 4 mois. Quand on vit ça et qu'on en est victime, c'est tellement difficile d'être tolérant. Et pourtant, Dalen a été tolérant. L'extrême vigilance des opérations de vote ne suffit pas pour gagner une élection. Encore faudrait-il, pour ça, il faut mobiliser, rassembler au-delà des libéraux jusqu'aux républicains, afin que tous ceux qui sont épris d'esprit de justice, de paix, puissent ne plus cette fois être floués. Il y a eu la mascarade en 2010, les législatives. Mais s'il y a la mascarade, si les élections ne sont pas transparentes, cette fois-ci, nous n'allons pas accepter les résultats. Nous allons faire sortir tout le peuple guinéen. Comme prévu, le symposium à l'honneur d'Elhadji Ba Mamadou a clôturé cette cérémonie. Eh bien, pendant que l'Union des forces démocratiques de Guinée tenait son congrès, le dialogue politique inter-guinéen est toujours dans une impasse. Face au blocage des négociations, l'opposition n'exclut pas de reprendre ses manifestations de rue. Cette décision fait suite, selon elle, du refus du pouvoir de prendre en compte ses revendications, notamment la recomposition des délégations spéciales Mfali Guilabougué. Le dialogue politique interguinéen est depuis quelques semaines bloqué. Les négociations sont au point mort. La recomposition paritaire des délégations spéciales pour l'heure est le principal point de discorde entre la majorité présidentielle et l'opposition. La dernière soupçonne le président Alpha Condé de jouer la montre en vue de la mettre devant le fait accompli. Le dialogue politique au terme duquel une solution consensuelle devait être trouvée avant le scrutin du 11 octobre prochain a échoué. Et l'opposition qui agite l'arme de la rue affirme son pessimisme quant à une issue favorable du dialogue entamé le 18 juin dernier. Les lignes n'ont pas bougé dans les négociations. Les deux camps n'ont pas réussi à trouver un compromis au sujet des délégations spéciales. La proposition faite par l'opposition a été rejetée par la mouvance présidentielle. L'opposition revendique le changement de toutes les délégations spéciales avant d'aller au scrutin présidentiel du 11 octobre. Cette proposition a été aussitôt rejetée par la mouvance présidentielle qui s'est dit favorable à l'installation des 28 délégations spéciales en fonction des résultats issus des élections de la proportionnelle des législatives de 2013. En ce qui concerne les conseillers élus en 2005, la mouvance présidentielle soutient mordicus qu'ils doivent rester en exercice jusqu'à la prochaine élection en 2016, car, dit-elle, la Constitution dit que ceux qui sont élus et dont les mandats sont échus, il faut qu'une élection soit tenue pour qu'ils soient remplacés. Vouloir les changer sans aller aux urnes serait une violation de la Constitution, dit-elle. Cette démarche est réfutée par l'opposition, qui émet d'ores et déjà des réserves sur les délégations spéciales et la recomposition actuelle de la Commission électorale nationale indépendante. À présent, le Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement de la Guinée joue à l'apaisement. Jeudi, a fait une déclaration appelant les deux protagonistes, la mouvance présidentielle et l'opposition, à se retrouver autour d'une table afin de régler leurs différends pour consolider la paix en Guinée. Nabi Kamara. Ces derniers temps, le Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement constate que la paix est menacée en Guinée à cause des crises politiques en répétition. C'est pourquoi le CNOSC-DDG, dans sa mission de sauvegarder la paix et l'unité nationale du pays, a fait quelques recommandations pour une sortie de crise en Guinée. Le CNOSC-DDG demande à l'opposition de suspendre les menaces des manifestations et de revenir au dialogue. Le CNOSC-DDG demande le pouvoir d'accepter et faciliter l'organisation des deux élections communales et présidentielles avant fin décembre 2015. Dans la même déclaration, le président du CNOSC-DDG demande l'intervention de la communauté internationale et de toutes les plateformes de la société civile guinéenne pour sauvegarder la paix en Guinée. Le CNOSC-DDG demande à la communauté internationale d'intervenir pour la prévention des conflits politiques en Guinée et aux Nations Unies, avec la CEDEAO, de faciliter et animer le dialogue entre le pouvoir et l'opposition avec la CENI. Pour garantir le résultat du dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition,
Le CONOX-DDG réclame l'implication des plateformes de la société civile guinéenne, notamment CONOX-DDG, PECID, CONOX, etc. Pour le président du CONOX-DDG, la paix n'a pas de prix. Les Guinéens doivent donc œuvrer pour la paix afin de conserver la quiétude sociale et consolider l'unité nationale dans le pays. Acteurs politiques et membres de la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale étaient réunis mardi à Conakry. L'objectif pour le CPRN est d'informer ces différents partis sur les enjeux de la réconciliation nationale ainsi que leur rôle et responsabilité sur la recherche de solutions à la crise sociale qui perdure en Guinée. Maniankonde, Suleiman Souma. Cette rencontre d'information des acteurs politiques guinéens par la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale devrait leur permettre d'avoir une connaissance plus approfondie du projet de consultation nationale. Elle devrait aussi favoriser leur forte implication dans ce processus. L'objectif de cette session d'information est de partager avec vous, distingués invités, les grandes lignes du projet des consultations nationales, afin que votre implication dans le processus de réconciliation nationale, dont nous ne doutons point, soit faite en toute connaissance de cause. Au cours de ce séminaire dédié aux hommes politiques, les partis et alliés de la mouvance présidentielle ont brillé par leurs absences. Les partis de l'opposition présents, notamment les NFD, doutent de la sincérité de ce processus. Ils pointent du doigt le manque de volonté affichée du chef de l'État à poser des actes concrets pour réconcilier les Guinéens. C'est une bonne chose, mais malheureusement, nous doutons, en tout cas nous au niveau de NFD, Nouvelle Force Démocratique, nous doutons de la sincérité de la démarche. M. Alpha Condé est au pouvoir depuis bientôt 5 ans. Il n'a posé aucun acte fort pour une véritable réconciliation nationale. Or, il est l'un des acteurs majeurs de l'ethnostratégie en Guinée, qui a déchiré le tissu social en Guinée. Dans sa démarche, la CPRN mise sur la justice, la vérité, le dédommagement, entre autres, comme moyen adéquat pour réconcilier les Guinéens. La démarche est partagée par le président des NFD qui dit ne ménager aucun effort pour la réussite du processus. Depuis le début, en 2011, nous avions fait des réflexions sur la réconciliation nationale et nous avions adressé un mémorandum au Premier ministre et au chef de l'État comme contribution pour la réconciliation nationale. Parce que pour nous, NFD, Nouvelle Force Démocratique, nous devons nécessairement passer par ce couloir de réconciliation nationale pour mettre tous les Guinéens ensemble. Cette consultation nationale devrait se poursuivre jusqu'au 29 juillet 2015. Ce mercredi, la commission provisoire rencontrera l'état-major général des armées pour sa part d'information. L'actualité qui a marqué la semaine, la stratégie de cerclage annoncée le week-end dernier par la coordination nationale de lutte contre Ebola est entrée en vigueur en Guinée cette semaine. 87 familles viennent d'être confinées dans la commune de Ratoma et de Matam et plus de 300 contacts à suivre sont notifiés à Conakry. Le point à présent avec Lansana Traoré. Les premières personnes mises en microcerclage sont dans les quartiers de Nassourlaye, dans la commune de Ratoma. De même, dans la commune de Matam, 2 quartiers sont concernés par cette mesure. Il s'agit de Boussoura et de Matan. Pour les 2 communes, les 4 quartiers, nous avons 340 personnes contacts qui sont recensées dans 87 familles. Donc ces familles, à partir de lundi dernier, sont donc en microcerclage. Ça veut dire que leurs mouvements sont restreints et ça veut dire aussi qu'on leur apporte tous les vivres dont ils ont besoin pour ne pas bouger pendant 21 jours. Le cerclage mis sur pied va durer environ 20 jours. En lançant cette stratégie, les responsables de la lutte contre Ebola disent avoir pris toutes les dispositions nécessaires. Chaque ménage donc reçoit un sac de riz, 5 litres d'huile, 6 morceaux de savon. Nous avons 2 kilos de viande par jour pendant 10 jours pour chaque famille, et 2 kilos de poisson pendant 11 jours. Donc 10 jours et 11 jours, ça fait 21 jours.
Nous avons 30 000 francs multipliés par 21 jours pour chaque famille. Nous avons nos agents de santé qui sont installés dans ces quartiers avec tous les stocks de médicaments pour traiter toutes sortes de maladies. Face à la recrudescence de ces cas positifs dans la capitale, la Coordination nationale de riposte à Ebola a décidé de faire appliquer à Conakry la mesure qui a réussi en campagne. Les autorités sanitaires attendent beaucoup du semi-confinement appelé cerclage ou confinement humanisé. Elle s'inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie de lutte contre Ebola. Cette nouvelle stratégie que nous avons expérimentée à Kolotea, ça c'est dans Sirourou, Forêt-Karia. Nous l'avons expérimentée à Tanene, ça c'est dans Dubreka. Et nous avons appliqué la même stratégie de cerclage à Kibali, dans Benti, ça c'est à Forêt-Karia. Et nous sommes en train d'assécher les cas d'Ebola dans cette localité. On s'est dit donc que dans cette riposte à Ebola, les expériences qui réussissent, il faut les continuer. L'actualité sur un même plan, la mission du système des Nations Unies venue assister la Guinée dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola était devant la presse jeudi. Objectif, faire le point de la situation épidémiologique et les nouveaux défis à relever en vue d'éradiquer l'épidémie le 31 juillet prochain. La mission onusienne pourrait communiquer un rapport aux autorités guinéennes. Mariam Sall, Aïssatou Bari. Le système des Nations Unies ne désarme pas auprès de la Guinée dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. À l'aube du combat contre le virus redoutable, les Nations Unies ont offert des dons à la Guinée et dépêché plusieurs missions. Après près d'un an de travail, la mission onusienne de riposte contre Ebola a fait la situation épidémiologique au cours d'une conférence de presse à Conakry. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour arriver à zéro? Elle l'a effleuré. C'est juste respecter les consignes qui ont été données. Aujourd'hui, on est en train de parler de Forêt-Karia, de Conakry malheureusement dans certaines communes, et à Koya parce qu'il y a eu un cas. Ça fait plus de 3 mois, il n'y a pas eu un nouveau cas en Guinée forestière. À la date du 12 juillet 2015, en Guinée, 3760 cas d'Ebola confirmés pour 2506 morts. Malgré des efforts consentis dans la lutte contre l'épidémie, la Guinée devra faire face à plusieurs défis en vue d'éradiquer le virus qui a endeuillé des centaines de familles. Fort malheureusement, ces efforts sont aujourd'hui inhibés par les multiples poches de réticence et de résistance qui font perdurer le virus en Guinée. Des attitudes irresponsables qui font que l'épidémie est en passe de se muer en une endémie si jamais les acteurs impliqués dans la lutte ne redoublent pas d'efforts et de vigilance pour éradiquer rapidement ce virus maudit qui plombe l'économie du pays. La responsabilité de chacun et de tous est pleinement engagée. Cette conférence de presse a été animée à un moment où plusieurs cas positifs sont signalés, notamment en Basse-Guinée. Sauvons les vies, c'est le thème de la conférence débat tenue mercredi à Conakry par le syndicat des pharmaciens officines privées de Guinée. Une rencontre pour expliquer le danger, le combat engagé contre les fabricants et les vendeurs de faux médicaments. Il s'agit aussi d'associer à cette lutte les élus locaux de la capitale, les administrateurs des marchés, les services de sécurité et ceux évoluant dans le domaine de la santé étaient présents à cette rencontre à Djiratou Ba. Des médicaments de toutes sortes inondent le marché guinéen. 70% d'entre eux représentent de nos jours le marché illicite qui regorge, selon les spécialistes de la santé, de médicaments contrefabriqués, périmés ou de dons. Certains sont fabriqués sur place et 80% sont importés de pays asiatiques ou africains, réputés, dit-on, dans la contrefaçon des produits. Des médicaments qui nuisent à la santé des populations et favorisent la prolifération de maladies chroniques et métaboliques. En plus, la méconnaissance des contre-indications, du tableau d'équivalent, des incompatibilités et des effets secondaires du médicament conduit inévitablement à une mauvaise dispensation. En Guinée,
Les médicaments coûtent toujours cher dans les pharmacies, malgré la présence de 311 importateurs agréés par l'État, d'où la prolifération des molécules. À ce stade, les services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé s'interrogent sur la responsabilité des différents intervenants dans la chaîne des produits, de l'importation à la distribution. Qui est en train de nuire la société guinéenne entre cet importateur et le monsieur qui l'a donné l'agrément et les pharmacies qui se ravitaillent au marché noir? Les vendeurs de médicaments se trouvant à Madina sont organisés en association agréée ou les quitanciers, où se trouve le nom de certaines pharmacies agréées. Le colonel Thieboro compte inviter cette association de vendeurs de Madina autour de la table afin de faire jaillir la lumière. Afin de sauver les vies, comme le stipule le slogan de cette conférence, le gouverneur de la ville de Conakry compte prendre certaines mesures, dont voici quelques-unes. Procéder à la fermeture des boutiques, des pharmacies et officines clandestines non conformes. Mettre en place une procédure d'incinération des produits prohibés, en faire un élément pédagogique dans l'instruction civique pour que désormais dans les classes, l'élève sache que le meilleur produit est dans la pharmacie. Les spécialistes de la santé déplorent l'absence de laboratoires de contrôle de qualité opérationnel. Chose promise, chose réalisée, le groupe Évasion Guinée depuis mardi 21 juillet sur Canal+. Le personnel des deux entreprises ont procédé au lancement officiel à Conakry, lancement au cours duquel les responsables des deux groupes ont décidé de faire chemin ensemble. L'objectif est de vendre l'image de la Guinée dans toute sa diversité à travers la télé, la radio Évasion. Plusieurs personnalités de marque ont pris part à la cérémonie à la boussole de Kaloum. Voici le constat qui a été fait par notre reporter Abdourahmane Ba. L'événement est historique pour le monde médiatique guinéen. Évasion Guinée, le premier groupe de médias privés, est hébergé sur le bouquet Canal+. La cérémonie officialisant cet hébergement a eu lieu à la Blue Zone, où les acteurs de deux parties étaient mobilisés. Le PDG du groupe Évasion Guinée ne cache pas ses sentiments. Le 11 juillet 2011 et le 21 juillet 2015 rentrent dans l'histoire d'Évasion. Nous sommes complets de joie. Complets de joie, pourquoi? Parce que nous avons vu le travail qui a été débroussé par les travailleurs d'Évasion. On ne cessera jamais de les remercier. Ce bijou, c'est pour eux. Ce travail, c'est eux qui l'ont effectué. Aujourd'hui, notre partenariat avec Canal, c'est l'effort fourni de tout l'ensemble du groupe Évasion. Nous remercions également nos prédécesseurs qui nous ont toujours accompagnés, qui étaient toujours à nos côtés pour que nous, aujourd'hui, Évasion puisse se retrouver sur le plan international et parmi les télévisions les plus regardées du monde. L'hébergement d'Évasion Guinée sur Canal+ a une importance pour les deux parties. Au groupe Évasion Guinée de bénéficier d'une large diffusion en Guinée à l'international et à la chaîne Canal+, d'enregistrer plus d'abonnés par l'hébergement de la chaîne Évasion dans son bouquet. C'est un grand événement puisque ça fait 1 an qu'on travaille là-dessus et qu'on est très content d'offrir à tous les abonnés guinéens et aussi à nos abonnés de la diaspora guinéenne en dehors des frontières, d'offrir leur chaîne préférée, Évasion TV Guinée. La première chaîne privée guinéenne. Donc ça c'est déjà une première chose. Et puis après, pour Évasion TV, pour vous, ça vous permet quoi? Ça vous permet d'être vu par plus de 25 pays africains avec toute la couverture que nous avons. Avec l'accueil d'Évasion sous le bouquet Canal+, la chaîne va être désormais en compétition avec les autres chaînes africaines pour se maintenir. À ce sujet, le PDG du dit groupe a annoncé un grand chantier de réforme dans son entreprise, mais également des séries de formations et de renforcement des capacités de ses travailleurs. Insécurité, on en parle encore. Dans ce magazine lutte contre le grand banditisme à Conakry, 2 hommes ont été arrêtés cette semaine par les agents de Centrale Défense Sécurité. Une société privée de sécurité, ces présumés bandits tentaient de fuir dans une voiture après avoir attaqué des citoyens dans le quartier Simon Bossia dans la commune de Ratoma. Les explications avec Benoumar Silla. Mamadou Bobo et Mohamed Bangoura ont été arrêtés dans la nuit de mercredi à jeudi à 4 h du matin après une rude bataille avec les agents de Centrale Défense Sécurité.
Au nombre de 4, ces individus auraient fui à la brigade anticriminalité après avoir mené une opération. Dans leur cavale, ils sont tombés dans les filets de Centrale Défense Sécurité qui a arrêté 2 d'entre eux. Ils sont venus dans un 4x4. Le véhicule est tombé en panne sur le site que nous surveillons. Ils se sont jetés sur mes hommes. Ils se sont beaucoup battus. Maintenant, les hommes m'ont appelé sur la radio. Je suis venu, je les ai neutralisés avec ma torche qui est là, infrarouge. Je les ai neutralisés avec ça. Ils se sont tous tombés à terre. Maintenant, j'ai dit à mes hommes de les menacer pour les envoyer. Centrale Défense Sécurité, une entreprise de sécurité privée déterminée à collaborer avec les services de sécurité publique pour lutter contre le grand banditisme qui fait des regains à Conakry. Tout de même, le PDG de cette société dénonce la libération des bandits arrêtés sans jugement. Je veux collaborer avec l'autorité guinéenne. Mes hommes arrêtent les grands bandits, ils les envoient dans leur base, ils font comme c'est eux qui ont arrêté le bandit. Donc ils ne viennent pas pour nous apprécier. On a déjà maîtrisé Simambotia. On veut être dans tous les quartiers, toutes les zones de Conakry pour aider la protection civile, pour lutter contre le banditisme. Mais on ne veut pas lutter contre le banditisme, on arrête les bandits et 2 ou 3 jours après, on les voit encore dans le quartier. Les 2 personnes interpellées ont été escortées par la BAC 13 au PM3 de Matam où ils seraient sous les verrous. 155 000 $ américains, c'est ce que réclame Fatima Kandé, l'épouse de Hamidou Kondé, commerçant guinéen résident en Angola, à l'ambassadeur d'Angola en Guinée. Eduardo Ruas Manuel Jesus aurait emprunté cette somme à Hamidou Kondé depuis le 31 mars 2012 à Luanda pour acheter une maison à Viana qui devrait rembourser dans un délai de 10 jours, mais depuis aucun centime n'a été payé. Confrontée à d'énormes difficultés financières, Madame Kondé et ses 5 enfants sont en Guinée pour réclamer la dette à l'ambassadeur angolais en Guinée. Les dessus de ce dossier avec Lansana Traoré. Difficultés financières, créanciers dans les pattes, voilà la triste réalité que vit la famille Kondé depuis que Hamidou Kondé a remis 155 000 $ à Eduardo Ruas Manuel Jesus pour l'achat d'une maison à Viana. Depuis le 31 mars 2012, le diplomate angolais a entamé une gymnastique de signature d'engagement avec la famille Kondé. Ça fait 3 ans que M. Eduardo, l'ambassadeur angolais en Guinée, doit 155 000 US à mon mari. Mais il ne fait que le tourner en rond. Tantôt c'est la banque, tantôt c'est autre chose. Alors qu'il a emprunté cette somme pour acheter une maison. Ne sachant plus à quel sens se vouer, l'épouse de Hamidou Kondé et ses 5 enfants ont décidé de venir en Guinée réclamer leur dû. Je suis venue avec mes enfants pour qu'ils nous rendent l'argent de mon mari. Mes enfants ne peuvent plus étudier faute de moyens. Vu les engagements en cascade du diplomate angolais pour rembourser cette dette, Fatima Kandé demande l'implication de l'État guinéen. Je demande à Monsieur Son Excellence le Premier ministre Saïd Fofana, Lounseni Fall, ministre des Affaires étrangères, et Bantamasso de m'aider pour récupérer mon argent. Je n'en peux plus. Malgré le danger qui les attend, la famille Kondé menace de siéger devant l'ambassade d'Angola en Guinée si les 155 000 $ ne sont pas payés d'ici jeudi. Je jure au nom de Dieu, s'il ne paye pas cet argent, je suis prête même à mourir. D'ailleurs, d'ici jeudi, s'il ne fait rien, je ferai un sitting devant l'ambassade d'Angola en Guinée. Même si on m'arrête, tout le monde saura qu'il me doit de l'argent. Face à ce dilemme qui risque d'affecter les relations entre Luanda et Conakry, la question qu'on pourrait se poser est de savoir qu'est-ce que l'État guinéen fait dans cette affaire pour un dénouement heureux. Culture à présent, l'information a été officiellement donnée mercredi. Conakry, désigné capitale mondiale du livre en 2017. Devant les médias gouvernorats de la ville, les acteurs impliqués dans le domaine ont épluché les enjeux de cette consécration. Mamadi de Kondé. Conakry, capitale mondiale du livre 2017, la décision a été prise le 30 juin dernier par un comité d'experts, mais l'information n'a été donnée que lundi 21 juillet par l'organisme onusien en charge de l'éducation, la science et la culture.
Conakry, un très méritant candidat selon le communiqué de l'UNESCO et de ses partenaires. Selon le communiqué de l'UNESCO, Conakry a été retenu par la qualité de son programme. Ça, c'est extrêmement important. Le programme qu'on a proposé sur une année est un programme exceptionnel. Conakry a été retenu parce que les Guinéens ont soif de lecture. Ça a été clairement dit. Dans le dossier de candidature de la Guinée, les faiblesses du secteur du livre ont été signalées. Grâce à cette consécration de la capitale guinéenne, le blason sera redoré en plus de la visibilité qui s'offre à Conakry. Le livre coûte cher en Guinée. Pourquoi? Parce que le livre n'est pas fabriqué en Guinée. Et si on aide à créer des imprimeries de qualité en Guinée, le livre coûtera moins cher. Les Guinéens sont reprochés pour dire on ne lit pas en Guinée. Pourquoi on ne lit pas en Guinée? Parce qu'il n'y a pas d'espace de lecture. Avec ce projet, on aura des points de lecture, on aura des médiathèques, on aura des bibliothèques. Donc les Guinéens se mettront à la lecture. Beaucoup de villes dans le monde brillent dans un domaine donné. Ouagadougou est par exemple la capitale du cinéma africain. En 2017, Conakry sera à son tour la capitale mondiale du livre. Une réjouissance pour le gouverneur. Je suis heureux quand certains se battent pour organiser la Coupe du Monde dans les États. Quand d'autres se battent pour être des capitales de cinéma, les capitales de la mode. Moi, je suis fier d'être la capitale mondiale du livre, la capitale mondiale du cerveau, la capitale mondiale de l'esprit. Conakry est la 17e ville à être désignée capitale mondiale du livre. Le bonheur n'arrive jamais seul. La capitale guinéenne est également la ville invitée d'honneur au Salon du livre de Paris en 2016. Tout un défi à relever par l'équipe de coordination de Sansikaba Diakité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce magazine d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter à tous. Merci de l'attention. Excellente suite de programme en notre compagnie. Nous revoir sur le www.groupeevasionguinée.vo. Bonsoir.